Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur toutes ces choses que vous n'avez jamais osé demander au sujet des LLM. Donc on va voir si ce sujet est un sujet robuste ou pas, vu que les LLM ont plutôt tendance à être dans la performance et toujours avoir de meilleurs résultats, produire plus de tokens. Donc là on n'est peut-être pas trop dans la robustesse, mais plus dans la performance. Donc je m'appelle Guillaume Laforge, je suis développeur advocate, je travaille pour Google. Et depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, je me focalise sur tout ce qui est Generative AI, intelligence artificielle, le monde des agents, le RAG, etc. J'ai une présentation sur RAG aussi cet après-midi. Et en fait, quand je me suis mis à... donc, comme certainement beaucoup d'entre vous pendant vos études, vous avez vu un peu d'intelligence artificielle. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'utilisent au quotidien, c'est-à-dire, je sais pas, appliquer des algos de recommandation ou je ne sais quoi. Mais là, la Generative AI, bah, c'était un nouveau champ pour moi d'application et enfin, on va dire au fur et à mesure que j'apprenais, j'avais de plus en plus de questions que je me posais. Pourquoi on parle de tokens là? Pourquoi pas des lettres ou des mots? Pourquoi? Enfin, toutes ces questions-là, je me suis dit, je vais un peu les creuser déjà, d'une part, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et en plus, je vais essayer de collectionner tout ça et puis d'en faire une présentation que je vais pouvoir partager avec vous. Donc les LLM, c'est Large Language Model, c'est une grosse boîte noire. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler des neurones qu'il y a là-dessous, des calculs matriciels, etc. Mais avec ces LLM, on peut faire énormément de choses. On peut faire toutes ces tâches qu'on faisait également avec les modèles type prédictif, Natural Language Processing, etc. Donc on peut faire de la classification, on peut faire de l'extraction de données, de la recherche sémantique, etc. Mais ça nous permet aussi de faire des nouvelles choses, parfois plus créatives, créer des histoires, etc. Ça nous permet aussi de coder dans nos IDE, de générer du code. Ça comprend aussi, donc ça c'est l'aspect multimodal, c'est-à-dire le fait de comprendre pas que du texte, mais aussi des images, de l'audio, des vidéos, et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, et aussi d'en générer. Donc voilà, tout ce qui est Midjourney et compagnie pour générer des belles images. D'ailleurs, tous les petits robots là qu'il y a dans ma présentation, je les ai générés avec Imagen, c'est le modèle de Google, pour générer des images. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que souvent on voit plein de présentations sur hey, regardez comment j'ai fait un chatbot avec un LLM, mais il y a plein d'autres cas d'utilisation qui sont intéressants au-delà des chatbots. Et typiquement, ce que vous faites, je ne sais pas, quand un LLM vous aide à coder, enfin ici il y a souvent un chat aussi intégré d'ailleurs dans les idées aujourd'hui, mais c'est des tâches qu'on peut faire donc avec des LLM, mais qui ne sont pas des chatbots. Donc il faut essayer aussi un petit peu de penser aux autres choses intéressantes qu'on peut faire avec les LLM en dehors de ces chatbots, parce que c'est pas toujours très fun non plus de parler avec des chatbots. Et donc les LLM sont bons pour certaines choses et moins bons pour d'autres. Et on va voir un petit peu, essayer de comprendre ensemble en quoi ils sont bons, en quoi ils sont mauvais, ou pourquoi des fois ils réagissent de la manière dont ils réagissent. Donc il y avait quelques mois maintenant, il y avait cette question, oui, combien il y a de R dans le mot strawberry? Qui a une idée? Ah, en plus, vous ne savez pas compter les R? Non, c'est pas vrai. Alors, combien? 3. Bien, c'est la bonne réponse. J'ai posé la question à ChatGPT, il m'avait répondu 2. Alors, je travaille chez Google, j'ai mis ChatGPT, pas vraiment pour me moquer de lui, mais c'est le premier que j'avais testé. Et après, j'avais posé la question à Gemini et j'étais content parce que Gemini de Google, il avait bien répondu. Donc, je me dis, ah ouais, il est plus fort. Mais après, si on répète l'expérience plusieurs fois, bah, des fois, c'est l'inverse. Il y en a un qui dit 2, l'autre qui dit 3, et après, il inverse. Ce qui était intéressant dans la réponse de Gemini, c'est ça ici, c'est que, donc lui, il avait bien dit, il y a 3 R dans Strawberry, mais il dit, voilà, les LLM, ils traitent le langage en chunks, en fait en tokens. Le bon mot, c'est token ici. Et on voit qu'en fait, l'intégration de Gemini fait certainement aussi de la recherche un petit peu sur le web, etc., parce qu'on voit qu'il a quand même rajouté cette phrase pour expliquer que, ah oui, c'est pas une question si simple que ça. Donc c'est comme ça qu'il a dû voir, ah oui, attends, c'est une question, je ne vais pas juste répondre 2, je vais réfléchir, et ah oui, non, bah, en fait, non, il y en a 3, et c'est une question un petit peu piégeuse ici. Et donc pourquoi les LLM, ils utilisent des tokens? En fait, les tokens, donc c'est des bouts de mots, ça peut être des mots entiers, mais souvent c'est des bouts de mots,
Et à la base, d'ailleurs, les tokens n'ont pas été inventés pour les LLM, mais c'était une technique de compression de texte. Et en fait, avec là, donc, je ne sais pas si les nombres sont vraiment corrects, mais j'ai vu plusieurs estimations. Par exemple, à l'époque où GPT-4 était sorti, on disait que GPT-4 a été entraîné sur 13 trillions de tokens, ce qui est juste énorme. Alors trillion, non, trillion c'est en anglais, donc ça doit être des, je sais plus, c'est millions de milliards, non, je sais plus, je me rappelle jamais les trillions, billions, machin. Et il faudrait à un être humain 8 heures par jour pendant 450 000 ans pour lire autant de tokens. Mais nous, malgré tout, c'est là où on voit quand même que le cerveau humain est très efficace. Hein, il fonctionne avec 20 watts d'énergie et il n'a pas besoin de 450 000 ans pour être capable de compter le nombre de R dans Strawberry, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'il a fallu autant de tokens et donc de textes pour entraîner les LLM. Pourquoi les LLM ils résonnent en tokens et en lettres? Donc, il y avait Andrei Karpathy, un des fondateurs et des chercheurs qui ont travaillé sur ChatGPT et les modèles GPT. Donc il expliquait qu'en fait les LLM, donc, on les a entraînés pour fonctionner avec des tokens, mais on va y revenir. Mais les LLM, pourquoi ils ont du mal avec les lettres finalement? C'est parce qu'en fait, pour eux, comme ils travaillent avec des tokens, eux c'est juste des identifiants, ils travaillent avec des identifiants qui pointent vers ce token qui est un ensemble de lettres, mais ils travaillent juste avec ces identifiants-là. Et pour eux, un identifiant, c'est comme si, imaginez qu'on remplace l'identifiant, ce nombre, par un emoji. Quand on donne du texte comme on a à gauche à un LLM, bah pour lui, il voit juste des emojis, il ne voit pas des mots, il ne voit pas des lettres. Donc il n'est pas capable de compter des lettres dans des mots. Les tokens, pourquoi on utilise des tokens plutôt que des lettres ou plutôt que des mots? Parce qu'on pourrait se dire des tokens, voilà, ça fait... il faut quelques tokens pour des mots un peu longs. Certains mots assez courts peuvent tenir dans un token. Bon, ok. Mais en fait, c'est essentiellement pour des raisons d'efficacité, de gestion de la mémoire. Et aussi, donc, dans les LLM, les transformers, c'est l'architecture de réseau de neurones, on a cette notion en fait d'attention, c'est-à-dire qu'on va regarder comment sont liés certains tokens de la phrase, du texte, avec les autres tokens du texte ou de la question. Et on va se dire, ah tiens, ceux-là, ils sont assez liés. Donc par exemple, si je dis Lyon est une ville qui a X habitants, le qui, par exemple, va être certainement relié à Lyon, et il y aura plus d'attention entre ces deux tokens-là, parce que ce qui référence Lyon. Donc on n'a pas forcément besoin de répéter Lyon. Le LLM saura que c'est genre des pronoms sont liés, des choses comme ça. Ou qu'un adjectif caractérise finalement un nom, donc il va y avoir plus d'attention qui est donnée. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on est obligé de créer une sorte de matrice d'attention. Donc on a tous les tokens, tous les autres tokens, enfin les mêmes tokens, et on dit celui-là, il est relié à celui-là. Donc pour avoir, enfin, il y a un aspect quadratique dans les transformers qui fait que plus on a de lettres, on va dire si on utilisait des lettres, il faudrait des matrices encore plus grandes et donc encore plus de calculs. Donc plus les tokens sont petits, plus il faut de mémoire, plus il faut des GPU gros pour être capable de calculer ce processus d'attention, de compréhension de la langue. Si par contre on utilisait des mots, à la limite, pourquoi pas, c'est plus grand, donc on aurait des matrices plus petites, mais en fait il faudrait un vocabulaire encore plus grand. Parce qu'en fait avec des tokens, on peut les composer pour créer d'autres mots. Donc, si un mot est très compliqué, pas grave, on va mettre plusieurs tokens. Si un mot est simple, on va pouvoir utiliser un seul token. Mais un mot, ou par exemple un verbe qu'on conjuguerait à plein de formes différentes, il va falloir autant d'entrées dans le vocabulaire, dans le répertoire, pour les représenter. Et ça aussi, ça prend énormément de mémoire. Donc c'est pour ça que les LLM ont trouvé cette approche. C'est ni trop petit, avec des lettres, ça prend pas trop de mémoire, ni trop gros, parce que ça aussi, ça prend de la mémoire. Donc c'est un bon compromis. Donc on utilise des tokens. Mais les tokens, comment ça fonctionne? Comment on les crée? D'où est-ce qu'ils viennent? En fait, il y a différents algorithmes qui permettent de faire ça. BPE, Word Peace, Unigram, Sentence Peace, etc. Et on va regarder le premier, la BPE. Ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Il y en a qui ne sont pas bijectifs ou réversibles, c'est-à-dire si je tokenise du texte, si je le détokenise pour réobtenir le texte, je n'ai pas forcément le même texte que le texte d'entrée.
qu'il y a certains algorithmes qui ne permettent pas ça. Et aussi, souvent, il y a une pré-tokenisation, c'est-à-dire certains modèles, en tout cas, vont par exemple découper par mot d'abord, normaliser les espaces, ou faire ce genre de choses-là. C'est aussi pour ça, des fois, que ce n'est pas réversible. Mais jetons un petit coup d'œil à oui, BPE. BPE, c'est ça, oui, je ne sais plus lire les... J'arrive à compter le nombre de R dans Strawberry, mais je n'arrive plus à donner les lettres dans l'ordre. Je crois que je les ai dit dans le bon ordre. Donc imaginons un mot comme unrelated. Alors, ce que j'oublie de dire aussi d'abord, c'est on part avec un vocabulaire de base qui va contenir les lettres, les nombres, les caractères de ponctuation, les espaces, etc. Et notre objectif, ça va être de créer un vocabulaire avec un certain nombre de tokens, de mots d'entrée dans ce vocabulaire-là. Donc on part avec voilà, 50, 100 tokens ou plus. Et on se dit, bah, peut-être que je veux 100 000 tokens, mais pas plus. Alors que des mots, surtout dans les LLM multilingues qui comprennent plein de mots, plein de langues, etc., il faudrait des millions éventuellement de mots d'entrée dans le répertoire. Alors que là, on veut avoir suffisamment de tokens pour représenter tous les mots dans la plupart des langues. Donc on commence avec les lettres, etc. Et là, on va se dire, on va regarder la fréquence d'apparition de paires de lettres ou de tokens dans un mot. Par exemple, RE, ça apparaît très souvent dans plein de langues, y compris en anglais. Donc on va créer une règle de fusion et on va se dire, hop, je prends le R et le E, et je vais créer un nouveau token qui va s'appeler RE. Et du coup, je vais pouvoir remplacer dans mon texte que j'ai en entrée et dire, voilà, c'est un, RE, L-A-T-E-D. Et on va continuer ce processus. AT, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais c'est quand même très fréquent. On va créer AT. Et on va continuer ce processus. ED, la terminaison au passé des verbes en anglais, bah, c'est très fréquent aussi. On va créer ED. On va continuer. Et peut-être qu'à un moment, on va arriver voilà, jusqu'à related, unrelated, related. Il y a certainement plusieurs mots avec related dedans. Mais à ce moment-là, on va avoir assez de tokens. Peut-être que je voulais juste 100 000 tokens dans mon vocabulaire. Et ben, je m'arrête là. Et après, donc, tout ce qui est tokenisation, détokenisation, on va appliquer ces règles de fusion. Donc si par exemple j'envoie une requête à Gemini, ChatGPT ou autre, il va tokeniser ça, il va regarder les plus grands tokens possibles dans les mots et il va les remplacer et prendre par ordre, on va dire, de fréquence et de taille des tokens pour avoir le moins de tokens possible. Ce qui est intéressant, en tout cas malgré tout, même si ça peut prendre un peu plus de mémoire, c'est quand même d'avoir des vocabulaires assez larges. Et par exemple, je crois que les GPT, la famille GPT, c'est genre 128 000 entrées de vocabulaire, 128 000 tokens. Côté Gemini, je crois que c'est 260 000 et des poussières tokens. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, malgré tout, quand on a plus de tokens, un même texte va coûter moins cher en tokens parce qu'il y a des tokens plus grands qui ont été générés dans le vocabulaire. Donc, quand on compte aux tokens, ça dépend aussi vachement du modèle qu'on utilise, parce qu'un modèle va éventuellement utiliser moins de tokens, et donc, quand on paye par le token, ça a une importance aussi. Parfois, dans certains textes ou articles qui parlent de tokenisation, on voit aussi des caractères un petit peu bizarres. Par exemple, c'est cette espèce d'underscore là. Et si on split ce texte, qu'on le tokenise, ben on va obtenir des choses comme ça, représentant chacun des tokens. Et en fait, ce que veut dire cette espèce d'underscore, c'est en fait, il faut qu'il y ait un espace avant ce token-là. Donc, sentence piece, on voit que c'est 2 tokens. Ou par exemple, tokenisation, donc il faut un espace avant token. Effectivement, il y a un espace là. Et quand on le découpe, ben, il y a token et isation, qui est une terminaison assez fréquente. Donc, mais on voit en tout cas que, donc ça j'avais utilisé je crois Gemini pour la tokenisation, on voit qu'il y a plein de mots, même caractère qui est assez long, ou sentence qui est assez long, qui sont un token entier. Mais par exemple white space, lui, non, là celui-là c'était 2 mots, pardon, mais tokenisation, voilà, c'est 2 tokens. Et l'autre importance des tokens, où on voit que des fois les LLM ont un petit peu plus de mal, c'est parce que on va avoir des acronymes, des noms propres, des noms scientifiques, comme des noms de médicaments, ou des noms de plantes. Donc pour des mots du vocabulaire courant, peut-être qu'on va avoir des grands tokens qui représentent un mot entier, mais pour des acronymes, pour voilà, des choses comme des médicaments ou des noms de plantes, il va falloir beaucoup de tokens. Et le mécanisme d'attention a un petit peu plus de mal aussi avec cette notion de
tokens multiples, parce que si par exemple je donne un adjectif qui va décrire la plante que j'ai en bas, comment est-ce qu'on va, vers quoi on va pointer? Est-ce que ça va pointer l'attention plus vers le premier token, vers le dernier token, etc. C'est un petit peu plus mystérieux. Donc les LLM ont des fois plus de mal avec la compréhension ou la génération aussi, quand c'est des concepts qui ne font pas vraiment partie du vocabulaire. On dit parfois des LLM que ce sont des perroquets stochastiques, dans le sens où leur rôle, c'est de générer du token. On appelle ça aussi des modèles autorégressifs, c'est-à-dire on leur donne du texte, la requête de l'utilisateur, et en fait, il va générer un premier token de réponse. Après, on reprend tout ça, la requête plus le premier token, il va générer un autre token. Donc c'est autorégressif, parce qu'il reprend à chaque fois le texte d'origine plus ce qu'il a généré. Et effectivement, les LLM fonctionnent sur le fait de générer le prochain token. Mais du coup, à quel moment ils vont s'arrêter de générer des tokens? Comment ils savent qu'ils ont fini de répondre à la question de l'utilisateur? Je me suis posé la question et j'ai vu aussi qu'il y avait, par exemple, si vous utilisez Hugging Face avec les modèles libres qu'on peut récupérer, etc., faire tourner sur sa machine et autres, souvent on voit il y a des modèles, des LLM fondation et des LLM instruction tuned. Et c'est là que je me suis demandé, mais du coup, c'est quoi la différence? Alors j'avais fait un petit test, j'avais pris le modèle Gemma, qui est un modèle open weight de Google, qui est inspiré de Gemini, qui est fait par Google aussi. Et par exemple, je lui pose la question, donc là c'est dans l'interface de Google Cloud, là j'utilise, on voit que j'utilise, on voit pas le nom du modèle, mais en tout cas j'utilise une version fondation à 7 milliards de paramètres, et je lui pose la question, quelle est la capitale de la France? Et en fait, lui, il va me générer quelle est la capitale de l'Allemagne, quelle est la capitale de l'Italie. En fait, il ne me répond pas à ma question. Et il génère ça de manière, donc si je remets juste l'animation, il génère ça comme si c'était en fait une liste de questions d'un quiz. Parce qu'en fait, il a certainement vu ça dans son jeu d'entraînement, dans les données qui ont été utilisées pour l'entraîner, mais il n'a pas forcément vu une FAQ avec questions-réponses. Alors en fait, les modèles instruction tuned, on les a entraînés encore plus après l'entraînement de base des modèles fondation pour répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on les a spécialisés pour être capables de gérer certaines tâches, dont répondre à des questions d'utilisateurs. Et c'est pour ça que si je prends le même modèle, mais qui a été continué d'entraîner pour ce but-là, eh ben, il est capable, cette fois-ci, de me donner la capitale de la France, c'est Paris, etc. Donc c'est ça la différence entre instruction tuned et foundational model. Parce qu'en fait, ils répètent finalement ce qu'ils ont appris à l'entraînement, mais on peut les spécialiser pour répondre à des questions. Mais malgré tout, ça ne répond pas à la question qui est de savoir à quel moment ils savent qu'ils ont répondu à la question. Parce que sinon, on peut continuer de générer d'autres tokens après Center of the Country. Pourquoi pas? Ben, en fait, il y a des tokens un petit peu particuliers qui sont utilisés aussi dans les données d'entraînement pour dire que ça, c'est la fin de la réponse à une question. Donc, dans l'entraînement de données, dans des jeux de données, on va avoir des caractères, des tokens. Donc là, ils sont sous forme de texte, mais au final, ils sont représentés sous forme d'un identifiant, d'un token dans le vocabulaire. Des tokens un peu particuliers qui vont représenter la fin du texte, la fin du tour, c'est-à-dire est-ce que c'est l'utilisateur qui parle ou est-ce que c'est le modèle qui répond. Et du coup, on va entraîner en fait le modèle sur non pas juste la question, la réponse, mais on va lui rajouter un petit peu des sortes d'annotations, des décorateurs pour savoir, ah oui, ça par contre, là c'est ça c'est le début de la question, ça c'est la fin de la question, ça c'est la fin de la réponse. Et le LLM en lui-même, il ne sait pas qu'il doit s'arrêter à ce moment-là. Mais c'est vraiment le moteur d'inférence qui fait tourner, qui demande à chaque fois un nouveau token, qui regarde le nouveau token qui est généré. Ah, le nouveau token, il dit, ah, c'est la fin de la réponse, c'est la fin du tour du modèle. Donc, je vais arrêter de demander un nouveau token. Mais le LLM en lui-même, le réseau de neurones, il ne sait pas, même s'il a des tokens spécifiques, qui doit s'arrêter, parce que sinon, on continue de lui poser la question, donne-moi un autre token, et ben, il m'en donnera quand même toujours un autre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je ne comprenais pas pourquoi et comment un LLM allait s'arrêter de générer des tokens sans cesse. Voilà la raison.
Et en parlant de ça, donc comment est-ce que les LLM ils choisissent le prochain token? Donc c'est des modèles probabilistes, mais comment ils font? Donc est-ce qu'ils jouent au dé en quelque sorte? Il y a donc l'URL est en tout petit, mais il y a cette pas infographie, mais playground interactif qui est intéressant, où on peut mettre du texte. Par exemple, je mets The European Commission. Je suis allé les voir pour leur parler de LLM, ils m'avaient invité. Et il va dire, donc ça c'est la matrice d'attention, c'est-à-dire ce qu'on a en entrée, on compare au texte précédent et au prochain token potentiel qu'on pourrait générer. Et en fait, il va créer une sorte de distribution de probabilité qu'on a ici, c'est-à-dire qu'il sait qu'après The European Commission, il y a de fortes chances qu'on sélectionne le mot has. Il y a 22%, c'est écrit en tout petit, 23% de chances que ce token soit sélectionné. Et après les autres, on voit qu'on a une sorte voilà, d'exponentielle inversée, c'est-à-dire qu'il y a encore moins de chances de sélectionner les autres tokens. Et en fait, on lance le dé, et si le dé, on va dire si c'est un dé 100, ben on va tomber entre 0 et 23, on va tomber sur le premier, entre 23 et 23 plus 12, on va tomber sur l'autre, etc. Donc on fait ce qu'on appelle du sampling pour choisir en fonction des probabilités, de la distribution de probabilités. Et ça a aussi une importance parce qu'on va parler d'hyperparamètres, comment on va influencer le choix des tokens. Donc imaginons, j'ai une phrase, The cat is a, bah, peut-être qu'il y a plus de chances qu'on sélectionne est une créature. Il y a voilà, 56% de chances qu'on sélectionne ça. Par contre, le dernier là, de la liste, alors en vrai, c'est sur toute la taille du vocabulaire du LLM. Mais souvent, on ne regarde que les 40 premiers tokens, les 64 premiers tokens, etc. Mais voilà, ne serait-ce que le 5e token, il a 20, ça fait combien je ne sais même plus compter, 56 par 2, ça fait 28 fois plus, enfin lui a 28 fois moins de chances d'être sélectionné que celui-là. Mais par contre, donc, on peut influencer le choix du token qui est samplé, et on va parler pour ça d'hyperparamètres. Donc, il y a top K pour dire, moi, je ne veux regarder que les tokens les plus probables, donc je vais regarder que les deux premiers. Ça, c'est top K. On s'est aperçu que top K ne permettait pas forcément d'avoir toujours des réponses très diverses, pas forcément créatives, mais pas très diverses, et on générait finalement un moins grand espace de possibles, de textes possibles et de réponses possibles. Donc les scientifiques sont venus avec une autre approche qui est top P, où c'est la probabilité cumulative. C'est-à-dire qu'on veut quand même avoir des tokens assez certains pour avoir une sortie un peu plus déterministe, peut-être moins créative, en disant, voilà, je veux avoir au moins, enfin, tous les tokens qui dépassent, dont la somme des probabilités dépasse 0,9. Donc si je regarde 0,56, c'est en dessous de 0,9. 0,56 plus 28, ça fait... Oh, quand je suis sur scène, je suis nul pour faire des maths, je ne sais pas pourquoi. Ça fait moins de 0,9. Et si je rajoute encore 0,11, ça fait 0,95. Et du coup, ça y est, j'ai assez de tokens et le processus de sampling, de le lancer de dés, ne va regarder que parmi ces 3 tokens pour choisir le prochain token. Donc ça, c'est top P. Après, il y en a d'autres, mais qui sont moins connus, min P, etc., où on veut un minimum de probabilité. Mais c'est top K, top P, c'est les plus fréquents. Et justement, comment on peut influencer sur cette distribution de probabilité? Et c'est là, d'ailleurs, c'est la seule fois où je vais vous montrer une équation. En fait, la dernière couche des réseaux de neurones, on a des valeurs qui sont entre moins l'infini plus l'infini. On appelle ça des logits. Et on applique une fonction qui s'appelle softmax, c'est cette fonction-là, qui permet en fait de reprendre cette plage de valeurs moins l'infini plus l'infini et de la remettre entre 0 et 1, et que la somme de ces valeurs fasse 1. Du coup, on a des probabilités, quoi. Et en fait, on prend les exponentielles et on divise par la somme de toutes les exponentielles de toutes ces valeurs-là. Et en fait, on peut rajouter là ce petit paramètre t là qui va changer la distribution de la probabilité. Donc souvent on dit quand on a une température basse, de top K faible, etc., on va avoir des sorties un peu plus déterministes. En tout cas, quand on relance une génération, une inférence, il va souvent nous donner la même ou presque la même réponse. Et si on met le curseur plus haut avec une température plus élevée, on dit souvent, voilà, ça va être plus créatif.
mais peut-être moins factuelle. Si on cherche des réponses factuelles, il vaut mieux pas avoir une température trop élevée. Mais pourquoi on dit ça et quel est l'impact sur cette distribution de probabilité? Ben, si je baisse la température au plus bas possible ou très basse valeur, et ben en fait, cette distribution qu'on avait tout à l'heure, elle se retrouve vraiment centralisée sur ce premier token-là qui fait voilà, 97% de chance, autant dire que les autres tokens n'ont quasiment aucune chance d'être sélectionnés. Si on commence à rebaisser la température, à revenir vers 1 ou même augmenter la température, on va voir que la distribution va être un petit peu plus, pas équiprobable, en tout cas un peu plus tassée. Et du coup, tout à l'heure, on avait 28 fois plus de chances d'avoir celui-ci que le dernier là. Et là, on a environ 7 fois plus de chances d'avoir le premier plutôt que le dernier. Donc on a réussi à avoir certainement plus de chances d'avoir plus. On peut imaginer ça un petit peu comme un arbre de décision, c'est-à-dire d'abord je prends ce token-là, ensuite je prends ce token-là, etc. Et on va avoir plus de chances de couvrir plus de branches de génération de texte et donc d'avoir des sorties éventuellement plus créatives et malheureusement des fois moins déterministes. Donc quand on veut répondre à des questions très factuelles, on préfère avoir une température plus basse. Mais il y a un petit peu plus de bizarrerie par rapport à ça, c'est-à-dire, imaginons que je mets la température à 0, je mets top K à 1, je mets la probabilité la plus basse possible de top P 0, machin, bah, du coup, je vais toujours choisir le même premier token dans la génération de texte. On peut se dire ça. Il y a même aussi des modèles qui permettent de définir une graine pour le random generator, qui, du coup, si on lance les dés, mais on lance toujours de la même manière, on devrait toujours sortir le même chiffre hein, avec une graine pour le random generator. Mais même avec ça, on s'aperçoit en fait que les LLM ne sont pas déterministes. Et en fait, on peut avoir peut-être le même texte qui est généré, mais au bout de, je sais pas, 50 tokens, 100 tokens, tiens, il a choisi un autre token. Et on va voir la réponse qui diverge un petit peu plus. C'est un peu comme un effet papillon en quelque sorte. Et en fait, pourquoi on n'arrive pas à avoir des LLM qui sont purement déterministes, qui sortent toujours la même valeur quand on tweak ces hyperparamètres? Ben, c'est parce qu'en fait, les calculs de nombres flottants ne sont pas en fait, associatifs à cause des histoires d'arrondi. Et donc, si je fais A plus B et qu'ensuite je fais plus C, ce n'est pas forcément le même résultat que si je fais A plus la somme de B plus C. Et ça se joue à le dernier chiffre après la virgule très très loin. Mais au bout d'un moment, il y a énormément de calculs de matrices, de vecteurs, etc., de multiplication, d'addition, etc., que en fait, petit à petit, ça génère beaucoup de fluctuations. Et du coup, au moment de l'aléa et du sampling, il va y avoir petit à petit des variances. Et on pourrait se dire aussi, mais si par exemple, je donnais tout le temps les données au GPU dans le même ordre, etc., est-ce que je pourrais avoir quelque chose de déterministe? En fait, les GPU eux-mêmes sont optimisés pour faire plus donc là, c'est encore des questions de performance, hein, mais pour automatiquement réordonner les calculs et tout. Donc, on n'est même pas capable, ou alors il faudrait vraiment un GPU qui ne fasse pas ce genre de choses-là. Mais du coup, on n'est pas capable d'avoir la même génération de tokens à chaque fois. Et il peut y avoir des petits décalages petit à petit. Un autre aspect de ça qui est, pas vraiment lié, mais avant on parlait surtout de predictive AI, et là on est plus sur un mode generative AI où on peut générer des choses. Avant c'était classifier, catégoriser, etc. Et en fait ce qui est marrant, c'est que les LLM sont quand même pas forcément très bons pour ces tâches-là par rapport aux anciens modèles, enfin aux anciennes approches non transformers, non generative AI. Et du coup aussi, ce qu'il faut voir, c'est que même si generative AI permet de faire plein de choses que d'anciens modèles pouvaient faire, peut-être que ce n'est pas toujours le modèle le plus pertinent à utiliser. Et au contraire, des modèles prédictifs pour certaines tâches bien particulières seront mieux adaptés et qu'il vaut mieux utiliser ça. Et aussi, ça coûte moins cher et nécessite moins d'énergie, etc. Mais du coup, ça, l'autre aspect de cette... Ben Evans, c'est un analyste. Donc, il y a quelques liens qui creusent le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que les LLM ne sont pas capables de savoir par eux-mêmes si quelque chose est vrai ou faux.
alors que l'approche prédictive est capable de faire ça et de comparer à d'autres choses. Et on va en parler justement par rapport aux hallucinations. En fait, on parle d'hallucinations, c'est-à-dire toutes les fois où les LLM disent un peu des conneries, des termes, voilà, c'est un peu grossier, mais et qu'il génère des choses qui ne sont pas vraies, pas factuelles. On lui demande de faire un résumé, mais il rajoute un bullet point qui n'a rien à voir avec le texte qu'il essayait de résumer, etc. Et en fait, on avait tendance à parler, enfin, on parle tous d'hallucination, alors que peut-être c'est pas vraiment le bon terme, parce que une hallucination, en fait, c'est une expérience sensorielle de quelque chose qui n'existe pas en dehors de son esprit. Alors qu'il y a un terme de psychologie qui est un petit peu plus approprié, qui est le mot confabulation. Et la confabulation, c'est en fait le remplacement d'un trou qu'on peut avoir dans sa mémoire et qui fait qu'inconsciemment, involontairement, on va falsifier ou dire quelque chose qu'on pense être vrai, mais en fait, on ne sait pas que c'est faux ou on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que faut pas voir du coup ces hallucinations. Alors, en plus, les modèles, on les entraîne pour être genre oui, oui, bien sûr, je sais, ça fonctionne comme ci, comme ça, pour être très affirmatif. Mais en fait, le fait qu'ils ne savent pas quelque chose, qu'ils n'ont pas vu dans leur entraînement, etc., c'est ça qui les incite aussi à créer ces hallucinations, ces créations d'informations qui ne sont pas correctes. Mais le vrai terme qui serait effectivement plus correct, ce serait confabulation plutôt que hallucination. Et un autre aspect que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que le contexte a beaucoup d'importance. Et on peut convaincre un LLM qu'il a tort, du coup, et il va le reconnaître et tout, et s'excuser. Et par exemple, la ChatGPT, à un moment, donc j'ai refait quand même plusieurs générations pour lui demander combien il y a de R dans Strawberry, et parfois il me donne la bonne réponse. Et donc là, une fois où il me l'a fait, il me dit ouais, il y a 3 R dans Strawberry. Donc j'ai été content, mais je me suis dit ok, je vais te jouer un petit tour et je vais lui répondre mais non, mais c'est faux, avec en plus un point d'exclamation parce que je suis très affirmatif. Et il me dit ah oui, pardon pour l'erreur. Effectivement, Strawberry n'a que 2 R. Donc on peut les convaincre en plus qu'ils ont tort. Donc tout ce qui est system instructions, les prompts, prompt engineering et tout, on peut aussi arriver à cadrer le LLM pour répondre d'une certaine manière et même éventuellement mentir ou ne pas savoir reconnaître le vrai du faux. Et j'aime bien aussi cet autre exemple-là qui est, alors là je crois que je devais demander à, je ne sais plus si c'est Gemini là, enfin peu importe. Comme je disais, le contexte a beaucoup d'importance. Les LLM sont influençables. Si je pose la question quel est le meilleur footballeur, réponds-moi juste avec un nom et il va me répondre Messi. Bon, ok, pourquoi pas. Qui est d'accord avec ça? Oui, non, bon, peu importe. Mais par contre, je lui dis j'ai un ami en France. Ça n'a rien à voir avec la question. Mais ensuite, je pose la question qui est le meilleur footballeur? Qu'est-ce qu'il me dit? Mbappé. Donc le contexte a vraiment une importance et ça influe, ça cadre la manière dont un LLM va répondre à la question. Une autre chose, alors qu'on voit peut-être moins, enfin en tout cas cet article qui date de 2023 expliquait une autre, un comportement un petit peu bizarre des LLM, c'est ce qu'on appelle le reversal curse, je ne sais pas trop comment le traduire en français. En fait, c'est le fait que les LLM ont appris sur des données d'entraînement à savoir que A et B, par exemple, la mère de Tom Cruise est Mary-Lee Pfeiffer, ok, mais il y a très peu d'articles qui disent Mary-Lee Pfeiffer est la mère de Tom Cruise. Et comme c'est des modèles qui regardent ce qui a été généré avant ou ce qui a été écrit avant, ils ne regardent pas ce qui est écrit après. Donc, ils ne vont pas voir que Mary-Lee Pfeiffer est la mère de Tom Cruise. Tom Cruise, l'information vient après. Donc, ça a moins d'importance dans ce qui retient dans ses poids sur les neurones du réseau de neurones. Donc, ça, c'est la reversal curse. Sur cet exemple-là, j'arrive pas à le reproduire, mais il y a certainement des cas bien particuliers qu'on peut retrouver où on a ce A et B ne veut pas automatiquement dire B et A pour un LLM. Donc, en termes de réflexion, de déduction, etc., les LLM peuvent aussi avoir des soucis là-dessus parce que ils n'ont pas appris le. Enfin, c'est pas l'opposé, mais comment on appelle ça quand on inverse A et B dans cette proposition-là. La réciproque, merci.
Après les LM, il y a plein d'autres choses sur lesquelles ils ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas grand-chose, par exemple, sur ce qui est la sécurité, les droits d'accès, l'information des... qui a accès à quelles données, etc. Donc, quand on va donner des informations au LLM, il faut qu'on ne donne, nous, en tant qu'ingénieurs qui intégrons le LLM dans une application, par exemple, il faut qu'on ne donne que les informations auxquelles le LLM a droit. Mais par exemple, quand on fait du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on réentraîne un modèle sur des données clients, etc., le problème, c'est que ça fait maintenant partie de son apprentissage. Il ne faudrait pas utiliser un modèle fine-tuné sur des données pour un certain client avec un autre client, parce que potentiellement, il peut y avoir un leak, il peut répondre avec des informations d'un autre client, par exemple. Donc, il faut faire attention aussi avec le fine-tuning. Mais bon, si on n'est que dans son propre contexte, ça va. Ou si c'est un domaine verticalisé, je ne sais pas, la botanique, la médecine ou je ne sais quoi, c'est moins problématique. Mais il y a plein d'autres choses. Les dates, on demande à un LLM ouais, quel jour on est. Il n'a aucune idée de quel jour on est. Donc on est obligé de l'aider, de lui donner ces informations-là dans le prompt système. Voilà, il y a plein d'autres choses pour lesquelles les LLM ne sont pas forcément, enfin, n'y connaissent pas grand-chose ou n'ont pas cette, par exemple, la notion du temps, la notion de propriété, la notion, etc. Ok. Et ah oui, un autre truc important, j'aurais pu faire un slide dédié pour ça. Donc, les LLM ne peuvent pas désapprendre. Donc, une fois que quelque chose donc a été vu dans l'entraînement et qu'ils les ont appris et dans le poids des réseaux de neurones, ils ne peuvent pas oublier. Et donc, par exemple, quand on avait DeepSeek, qui avait fait beaucoup de buzz il y a quelques semaines, quelques mois, on posait des questions sur qu'est-ce qui... Donc, c'est un modèle chinois, et on demandait qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen. Il n'allait pas donner ce qui s'est vraiment passé à Tiananmen en Chine à cette époque-là. Mais du coup, le modèle avait été entraîné il a été entraîné sur des informations qui parlent de Tiananmen, mais ils l'ont réentraîné, comme instruction tuning dont j'ai parlé tout à l'heure, pour cacher ça. Mais il n'a pas oublié que l'information existe quelque part dans l'ensemble des données. Et ce qui fait qu'avec certaines techniques de prompt injection et tout ça, on peut quand même arriver à dire à DeepSeek ce qui s'est passé à Tiananmen. Mais de base, quand un LLM a vu quelque chose, il ne peut pas vraiment oublier ce qu'il a vu, on ne peut que le cacher finalement. Un autre truc que j'ai trouvé rigolo, c'est que, je ne sais plus comment je me suis aperçu de ça, mais à un moment j'avais donné un bout de base 64 ou d'hexadécimal, et j'ai vu, et c'est aussi une technique de prompt injection, je pense que c'est là où j'avais découvert ça. Et je me suis aperçu en jouant avec cette technique-là qu'en fait, les LLM, ils arrivent à comprendre le base 64, l'hexadécimal, alors qu'ils ne font pas les calculs de conversion finalement. Et ils sont capables de comprendre ce que veut dire là, cette chaîne-là. Hein. Ça veut dire Hello World. Et effectivement, quand je demande à Gemini, il me dit ah oui, on dirait que vous avez dit Hello World en base 64. En fait, pour les LLM, base 64, hexadécimal, c'est comme de l'anglais, du français, de l'allemand, c'est une langue. Donc lui, il traite ça de la même manière qu'une tâche de traduction, de compréhension, de navigation entre différentes langues. Pour un LLM, c'est une langue comme une autre, le base 64. Après, pour vous aussi, bien sûr, vous arrivez à décoder du base 64 juste en le regardant, parce que vous utilisez du base 64 tous les jours quasiment. Enfin, ou sans s'en rendre compte, en tout cas, on l'utilise beaucoup. Et en parlant de langue, il y a un super article. Alors, moi, je vous conseille beaucoup le blog d'Entropy qui font des trucs super, super intéressants. Il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 semaines, ce slide est tout neuf. Ils ont fait un article sur... Alors, ce que j'aime bien du coup chez Anthropic, c'est qu'ils essaient de comprendre comment fonctionne le réseau de neurones, quelles sont les parties qui sont activées ou non d'un réseau de neurones pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a une partie qui s'occupe des maths, est-ce qu'il y a une partie qui s'occupe des langues, qui a certains concepts ou d'autres concepts, est-ce que des concepts liés sont au même endroit dans les poids du réseau de neurones. Ils se posent plein de questions. Et ils se sont aperçus que finalement, il y avait, donc là, dans l'exemple qu'ils mettaient dans le blog, par exemple, on demande l'opposé de quelque chose. Si on est en anglais, l'opposé de small, ok, ça va être large. L'opposé de je ne sais pas quoi en chinois, c'est je ne sais pas quoi en chinois, mais qui veut dire gros, etc. Et en fait, ils se sont aperçus que ça activait aussi, pas seulement des neurones
ils se sont aperçus que il y a plus de neurones pour l'anglais ici, plus de neurones pour le chinois là, etc. Mais qu'il y avait certaines notions, certains concepts qu'on pouvait retrouver et qui étaient utilisés en commun au travers de toutes les langues. Et en fait, c'est comme si le LLM trouvait une sorte de langue commune, de base de langue commune à toutes les langues. Et je trouve ça quand même assez fascinant de me dire que, un petit peu dans le fond du cerveau qu'on peut avoir, il y a des endroits qui sont liés à des notions, à des concepts, et indépendamment des mots et des langues qu'on utilise. Et je vais vous annoncer la prochaine keynote de Mixit, c'est qu'il va y avoir un dauphin qui va faire une keynote, alors peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, qui va faire une présentation et on pourra parler avec les dauphins. Il y a des équipes de chercheurs chez Google DeepMind qui ont réussi à entraîner un modèle. Donc Gemma, c'est notre modèle open weight avec les poids libres, etc. Et ils l'ont appelé du coup Dolphin Gemma, un dérivé de Gemma. Ils ont entraîné Gemma sur de l'audio de dauphins qui se répondent les uns avec les autres. Et du coup, quand un dauphin dit quelque chose, le LLM est capable de répondre au dauphin. On ne sait pas ce qu'on répond au dauphin. Peut-être qu'on est en train de l'insulter, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est capable, du coup, déjà de générer du dauphin, de parler avec des dauphins. Mais c'est juste c'est comme si on écoutait un peu, voilà, phonétiquement, on répète un mot qu'on a entendu dans une langue. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Mais on commence à être capable, peut-être pas vraiment de vraiment communiquer, parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Mais je trouve ça assez fascinant de se dire que, un jour, peut-être, on arrivera à mieux comprendre les animaux, pourquoi pas, ou d'autres êtres vivants. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et on a peut-être 1 ou 2 minutes 4 minutes pour quelques questions. Merci.